Fin juin, je suis parti pour une sortie gravel autour de chez moi. Il faisait super chaud, le thermomètre affichait 33 degrés. J'avais initialement prévu 80 km dont une bonne partie sur des routes forestières. Bon, au bout de 30 bornes, j'ai vite compris que ça passerait pas et qu'il fallait que je rejoigne un point d'eau. C'est l'inconvénient d'un gabarit comme le mien, j'imagine. Il me faut 700-800 ml à l'heure en activité, donc c'est sûr que ça peut vite limiter l'autonomie selon où je m'entraîne. Bref, j'étais au milieu de nulle part et il fallait que je change mon programme. Je n'avais pas de plan B concernant mon itinéraire, j'en ai donc créé un nouveau via l'appli Open Runner, en faisant en sorte qu'il passe par un village qui était à une dizaine de kilomètres de là où je me trouvais, puis qu'il me ramène à la maison. Ça m'a littéralement pris moins d'1 minute de créer la trace et de l'envoyer sur mon GPS Garmin. Au final, j'ai roulé 68 bornes, bon c'était quand même une chouette sortie, mais avec cette chaleur terrible, j'étais franchement bien content à ce moment-là d'être un utilisateur Open Runner et d'avoir pu ajuster mon programme à la volée. La fiabilité et la simplicité d'utilisation pour gérer mes parcours outdoor, c'est juste essentiel pour moi. Les plans galères, franchement non merci. Du coup, je n'hésite jamais à recommander Open Runner, que j'ai commencé à utiliser pour la petite histoire en 2012 pour mon premier GR20. Open Runner qui est également le sponsor du podcast. Open Runner, c'est donc une application mobile et un site internet. C'est 100% français et c'est développé à Annecy. L'équipe, qui est à taille humaine, est super réactive, sort régulièrement de nouvelles fonctionnalités et surtout, c'est une équipe constituée d'amoureux d'outdoor qui conçoivent donc un produit pour les amoureux d'outdoor. Allez, je vous donne mon top 3 des fonctionnalités que je préfère. La première, c'est clairement les fonds de carte IGN Topo 25, le must en France en termes de cartographie. La deuxième, c'est l'éditeur de parcours qui est juste super puissant. Ça vous donne le profil altimétrique, vous pouvez faire des fusions de parcours, de l'ajout de points d'intérêt. Bref, franchement, je dois utiliser peut-être 20% de ce qui est possible et je me régale. Et la troisième, c'est spécifique aux sorties vélo. C'est l'algorithme qui permet de créer des parcours typés plutôt route ou alors gravel cyclotourisme. Et du coup, vous passez pas du tout aux mêmes endroits et je trouve ça vraiment très très pratique. En conclusion, si vous êtes à la recherche d'une solution pour tracer, suivre, enregistrer et partager vos parcours trail, rando ou vélo, eh bien je vous recommande vraiment d'essayer Open Runner. De toute façon, c'est gratuit pendant 7 jours. Et si vous êtes convaincu, bonne nouvelle, vous pouvez bénéficier de 20% de remise sur l'abonnement Explorer avec le code FRAP20, FRAP20. Attention, cette offre expirera le 31 juillet 2024, donc dépêchez-vous. Et je vois une maison avec de la lumière. Et je me dis, bah voilà, c'est le refuge non gardé, mais il y a déjà des personnes qui y sont, quoi. Là, il y a des gens qui sortent, qui parlent anglais, c'est des Hollandais, et ils disent, non, c'est pas le refuge ici, c'est chez nous. Et là, en fait, ils nous montrent le refuge, ils nous accompagnent et tout. Il se passe 5 minutes, et là, ils reviennent. Hey, les gars, on vient de faire à manger, en fait, il y a largement trop, venez manger avec nous, quoi. Après une telle journée, ce partage, cette hospitalité, c'était vraiment un chouette moment. Vous écoutez Les Frappés, le podcast de celles et ceux qui se dépassent. Je suis votre hôte Loïc, ancien sportif de haut niveau en judo, coach préparateur mental et amoureux d'activités outdoor en tout genre. Ma conviction, c'est qu'on a tous un frappé au potentiel exceptionnel qui sommeille en nous. J'ai créé ce podcast pour vous faire découvrir des femmes et des hommes qui ont osé le réveiller. Mes invités sont des athlètes de tout niveau, des aventuriers professionnels, des voyageuses au long cours, des entrepreneuses ou encore des militaires, des forces spéciales. Toutes et tous partagent à mon micro des récits inspirants qui vont vous faire passer à l'action. Attention, une écoute régulière peut entraîner des changements positifs irrévocables dans vos vies. Olivier est accompagnateur en moyenne montagne et surtout un amoureux d'outdoor. Il a réalisé 2 traversées des Alpes, une en trail depuis le lac Léman jusqu'à Menton, l'autre en ski de randonnée. Dans cet épisode, on parle de l'adaptation du corps à l'effort, d'une fête du citron sur la plage et en habit de ski, et des aléas météorologiques en montagne. C'est parti pour un épisode qui risque bien de vous donner des idées. Et juste avant ça, je tiens à remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui soutiennent Les Frappés sur Tipeee, la plateforme de financement participatif. Si vous aussi vous souhaitez les rejoindre, c'est à partir de 1€ par mois, le lien est en description. Eh ben écoute Olivier, en tout cas je suis super content de te recevoir sur le podcast. En direct, tu me disais du coin de Chamonix. Ouais, c'est ça. Merci de nous recevoir. Yes, bah avec grand plaisir. Et puis on va rester dans le thème du coup des Alpes, puisque tu m'avais envoyé un message. Alors
honte à moi, et en plus ça fait plusieurs épisodes d'affilée que je le mentionne, mais tu m'avais envoyé un message il y a très longtemps, enfin il y a très longtemps, quasiment 2 ans, juillet 2022, un peu après juillet 2022, pour m'expliquer que tu venais de traverser les Alpes occidentales en trail, et rebelote, tu l'as refait cette année, mais cette fois-ci en ski, donc un amour pour les Alpes a priori. Mais tu vas nous en parler. Et puis très certainement plein de chouettes anecdotes sur ce que tu as pu vivre, et surtout, moi je suis un peu curieux de savoir pourquoi et comment tu as organisé tout ça. Donc bienvenue une fois de plus sur le podcast. Et écoute, ce que je te propose, c'est de commencer par nous en dire plus sur toi, en dehors de ces deux expériences, quel est ton parcours? Alors, écoute, moi, comme toi, je suis originaire du sud de la France, donc Excellent. dans le Var, exactement, rien à voir avec la montagne. Et pour autant, très, très jeune, j'étais attiré par, comment dire, l'outdoor en général, plus particulièrement la montagne. Donc, je crois que j'ai découvert Chamonix, donc là où je vis maintenant, à l'âge de 9 ans. Mes Grâce à tes grands-parents, parents ou non, mes parents ont pas du tout la culture de l'outdoor. Par contre, mes grands-parents, ils étaient passionnés de Chamonix, tu sais, le genre de touriste qui vient tous les ans au même endroit, qui connaissent tout sur la vallée, etc. Et donc, à un moment, ils nous ont pris, mon frère et moi, pour découvrir, pour nous emmener en vacances à Chamonix. Et comment dire, je suis tombé amoureux, quoi. et du Var, t'es originaire d'où De Draguignan, exactement. Draguignan, ok, ouais, Ouais. ouais, un peu, ouais, Donc, pas vraiment en Chamonix. suite à ces vacances à Chamonix, alors déjà, on m'a emmené à l'Aiguille du Midi, j'ai fait un Malégu des montagnes, on m'a dit, tu pourras jamais faire de montagne. Bon, en fait, c'était faux, hein, évidemment. Et suite à ça, je me suis vraiment mis dans les sports outdoor, particulièrement le VTT. Disons que c'est ce qui avait de plus simple, de plus logique à pratiquer quand on vient du Var. Et j'ai fait mes études donc à Grenoble. À l'âge de 19 ans, j'ai quitté le Var pour aller à Grenoble. Et là, j'ai découvert la montagne un peu plus en profondeur. Et notamment le ski, puisque j'ai toujours été hyper, hyper attiré par le ski. J'ai touché des skis pour la première fois de ma vie, j'avais 19 ans. Et, et surtout même me mettre à fond dans la course à pied. Disons que j'ai toujours grandi, je me suis construit autour du VTT, notamment du VTT longue distance, mais pour moi c'était un moyen d'être dans la nature. Et j'ai toujours voulu courir, j'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre, hein, puisque j'ai enchaîné des blessures. À l'époque, il n'y avait pas forcément tout le contenu qu'on a actuellement sur la course à pied. Donc c'est vrai que j'ai carrément galéré quand même. Et finalement, j'ai pu trouver les clés, peut-être qu'on en reparlera, et pour devenir, entre guillemets, devenir un coureur, quoi. Et pour moi, la course à pied, c'était un moyen d'être beaucoup plus au contact de la nature que avec un VTT qui peut faire un peu interférence. Disons qu'on va pas au même endroit non plus. Et voilà, donc parallèlement à ça, j'ai travaillé donc très jeune comme commercial dans le milieu du sport. J'ai énormément travaillé, peut-être trop. À un moment, j'ai envie de me poser, donc j'ai déménagé sur Chamonix. Pile à ce moment-là, j'ai arrêté les compétitions de VTT après un objectif accompli. J'ai revendu tous mes vélos et je me suis mis sur quelque chose de totalement différent, c'est-à-dire la haute montagne, l'alpinisme. Je ne savais pas faire un nœud 8 à l'époque, je ne connaissais rien et j'avais à cœur de découvrir ça. Donc, d'où mon déménagement à Chamonix. Et ouais, j'en ai déjà dit pas mal sur qui je suis, ouais. Petit à petit, voilà, à fond dans la course à pied, la haute montagne, etc., quoi. Et comment du coup le projet de la première traversée des Alpes, cette fois-ci en trail, est né, et à quel moment, enfin, combien de temps il y a eu entre le moment où tu l'as imaginé et le moment où tu t'es lancé pour de bon? Alors ça s'est fait, vraiment ça a mis du temps. Disons que c'est, beaucoup de choses qui se sont ajoutées jusqu'à avoir l'idée de le faire. Mais globalement, disons, je dirais que j'ai beaucoup voyagé, par le passé, donc c'est un peu l'esprit de découverte, d'aventure. Et surtout, je crois que ce qui m'a motivé le plus, c'est comme je te disais, je me blessais énormément quand je courais. Quand j'ai commencé la course à pied, je me souviens que ma limite, c'était 3 fois une demi heure dans la semaine avant de me dire que mon corps n'accepte plus, tu vois? Ah ouais. Donc j'ai toujours été curieux de se dire: «Mais attends, mais comment on fait, hein? Comment on fait? Il y en a qui y arrivent, comment on fait?» Donc bah, voilà, j'ai dû me documenter et cetera. Et j'avais parallèlement envie de grandes aventures. Et mon projet initial pour, me motiver finalement à me dire: «Ah ben non, je peux être solide et pas me blesser», mon projet initial, un peu ambitieux, était de traverser tout l'arc alpin, donc de la Slovénie à Monaco, Excellent. par l'itinéraire de la Via Alpina, donc qui traverse les 8 pays de l'arc alpin.
Et donc, ça a mis plusieurs années pour, entre guillemets, ça devait aboutir à ça. Donc, j'ai dû trouver des solutions pour ne plus me blesser. Ça a carrément marché. Jusqu'à, en fait, j'ai un problème au pied depuis des années. Une inflammation que la médecine, visiblement, n'arrive pas à traiter. Donc, j'ai dû voir des dizaines de médecins. J'ai galéré avec ça. Aucun traitement n'y fait. Et donc, quelque part, 2 ans avant ce projet, je me suis dit, OK, il me reste que ça à traiter, il faut vraiment que je trouve les moyens. Donc là, je me suis mis à lire beaucoup de livres sur la physio, sur le renforcement musculaire, etc. Donc, bah, l'avantage, c'est que j'ai beaucoup appris grâce à ça. Et en fait, à 2 semaines du départ, pardon, à 2 semaines du départ, tout était calé. Je vois que ça n'avait pas progressé. Donc à ce moment-là, je pouvais enchaîner 2 jours à 40 bornes en montagne. Mais je sais que le troisième, j'étais collé en fait, que ma cheville, mon pied tenait pas quoi. Et c'était assez frustrant, je dois dire. Et là, en discutant avec un gars, totalement par hasard, j'entends parler de la Transalpe. Donc un itinéraire, donc la haute route qui fait du lac Léman à la Méditerranée. Donc là, à ne pas confondre avec le GR5. Mhm. On parlait de ça vraiment par hasard à quelques jours du départ. Et là, je switch totalement. Je me dis, mais si mon corps n'est pas capable de m'emmener de la Slovénie à Monaco, un itinéraire qui est plus court, plus technique, qui me correspond plus, puisqu'à ce moment-là, je faisais beaucoup d'alpinisme, bah, c'est quelque chose qui me motivait en fait plus que le projet de départ en fait. Et donc là, j'ai eu quelques jours pour totalement switcher mes plans. Et voilà comment je suis parti sur cet itinéraire. Et avec du recul, je me dis qu'en fait, c'est tout un engrenage qui s'est mis en place pour m'emmener là où je devais être à ce moment-là. Excellent. Et c'était quoi plus précisément les blessures tu disais que tu te blessais systématiquement quand tu as commencé à courir, c'était quoi? Ouais, c'était des inflammations, beaucoup de tendinite, d'inflammation. Je crois que mon corps n'a pas été. Je ne crois pas être doué pour ce qui est de l'adaptation du corps, en fait. Voilà. Mmh. D'ailleurs, ouais, la première course que j'ai faite, la première compétition de course à pied, donc j'étais un gamin, hein, c'était les courses bah, Draguignan, justement, pour les enfants. J'ai terminé dernier de chez dernier. Que tu sais, les parents, les adultes, là, ils sont là, limite, à t'engueuler et dire allez, là, on a envie de fermer, alors qu'en fait, j'étais au bout de ma vie, quoi. Et donc, non, je pense juste que mon corps n'est pas adapté à la course à pied. Et pour autant, eh ben, c'est possible de se faire plaisir et de faire des belles choses. Excellent. Ouais, je suis assez d'accord. Du coup, si on rentre un peu dans le détail c'est la Transalpe, tu dis, c'est ça? Ouais, la Transalp, ça s'appelle aussi la haute route des Alpes. OK, et c'est quoi les grosses différences avec le GR5? Parce que c'est même point de départ, même point d'arrivée, non? Ouais, alors le GR5, lui, il part de quasiment tout au nord de l'Europe, hein, en réalité, mais la partie qui est connue du GR5, c'est effectivement la partie entre le lac Léman, la Méditerranée, donc les Alpes, quoi. Ouais. Là, la Transalpe, c'est un itinéraire qui, bah, comme l'autre nom l'indique, donc la haute route, qui, alors attends, comment c'est dit d'ailleurs? Sous les glaciers, ouais, au-dessus des GR, en dessous des glaciers. D'accord. Donc on n'est pas sur de l'alpinisme, par contre, on est très très souvent sur du hors sentier, sur du scrambling, comme diraient les Anglais. Donc là, il faut mettre un peu les mains, crapahuter. C'est hyper sauvage, quoi. En général, tu croises personne. Les quelques personnes que j'ai croisées, peut-être 4 personnes, tu sais, qui font aussi la Transalpe, quoi. Il n'y a pas de raison d'être sur une ligne de crête complètement paumée, autre que de suivre cet itinéraire, en fait. OK, Donc ouais, et t'en et prends donc plein les yeux, hein. Vraiment, c'est un itinéraire absolument incroyable. et donc en termes de distance, de dénivelé, c'est pour qu'on ait un peu une idée, ça a représenté quoi? Alors, c'est 650 bornes et 45 000 mètres de dénivelé. Ah ouais, quand même. Mais franchement, là-dessus, faut pas raisonner sur de la data. C'est tellement technique, il y a tellement de caillasses que c'est plus le terrain, en fait, qui a un impact sur la progression que le dénivelé et le kilométrage, quoi. Mmh. OK, d'un point de vue logistique, tu as comme sur un GR classique entre guillemets «des refuges», des villages qui sont à peu près accessibles? Ou c'est un peu plus, technique? Non, alors, l'avantage qu'on a dans les Alpes, c'est que c'est truffé de refuges. Vraiment, on a un réseau de refuges qui permet une liberté, vraiment absolument incroyable. Donc en gros, moi j'avais alors il existe un livre, hein, qui décrit l'itinéraire, de la Transalpe, donc un topo. Donc moi j'avais trouvé une trace, GPS. Alors après, je sais aussi bien lire une carte, hein, ça
C'est en partie mon métier d'ailleurs. Donc j'ai téléchargé la trace, j'ai vraiment étudié et quelque part, je me suis dit, ok, Olivier, tu as 60 jours pour le faire, puisque quelque part, moi j'avais posé 60 jours pour partir sur l'intégrale de l'arc alpin. Et ben, suis l'itinéraire en fonction de ce que ton corps accepte de faire. Parce qu'à tout moment, je vais avoir mal aux pieds, etc. Donc, je prends le départ et je verrai. Donc, je regardais sur la carte les refuges au fur et à mesure et je les réservais environ un jour ou deux à l'avance. L'avantage, c'est Ok. que j'étais seul. Comment dire, tu veux réserver un refuge pour un groupe de 6, en général, tu t'en prends pas du jour au lendemain, tu n'auras pas forcément de la place. Là, en étant seul, ça me permettait cette liberté. Et ça l'a toujours fait. Des fois, c'était effectivement un peu chaud, mais j'ai toujours réussi à réserver. Et donc, au niveau logistique, comment te dire, c'est la liberté absolue, quoi. Parce que j'avais pas de point de rendez-vous à l'avance. Simplement, comme je te dis, je suivais l'itinéraire en fonction de ce que mon corps acceptait de faire. Et c'était parfait, quoi. Sans pression. Sans pression. Et c'est là où ça permet de faire les choses encore, de manière encore plus grande, finalement, quand tu t'enlèves une certaine pression. Ouais. Et donc, tu m'avais écrit que tu avais un sac de trail de 8 litres, donc j'imagine qu'il n'y a pas de tente là-dedans. Euh, Non, il n'y a pas de tente là-dessus, je comptais uniquement sur les refuges. Ça aurait été hyper sympa de le faire en bivouac également, mais c'était pas la manière dont j'avais envie de le faire. Moi, j'avais envie de le faire. Alors, j'adore les bivouacs, hein, mais j'avais envie de cette liberté qu'apporte le trail en termes de fluidité, de mouvement, d'être dépouillé aussi de certaines choses. C'est-à-dire, tu pars qu'avec l'essentiel. mhm. Et donc, il fallait que j'ai tout dans un sac de 8 litres. Alors, ça ne veut pas dire que j'ai pris des risques en prenant moins que ce qui était prévu, etc. Moi, quelque part, j'avais tout ce que tu peux mettre dans un sac de trekking. Simplement, c'était optimisé. Donc, avec une doudoune, un t-shirt de rechange, un sous-vêtement de rechange, une Gore-Tex, pantalon Gore-Tex, un autre pantalon. Par contre, tout optimisé. Et le matériel actuel permet de le faire, en condition de bien choisir les choses et en étant pragmatique. Tout doit être utilisé. Tu ne dois pas partir avec du au cas où. Ouais. T'as eu de mauvaises surprises côté matos? J'ai alors, est-ce que j'ai eu une mauvaise surprise niveau matos? Ouais, alors, j'avais un filtre à eau, tu sais, Ouais, les filtres que tu vises sur les flasques de trail ouais. et en fait, le pas de vis s'est pété, ça devait être au bout de la première semaine, donc il fallait que je boive énormément. C'était vraiment une astuce, hein, pour pouvoir tenir la distance, énormément boire. Le filtre à eau s'est cassé, donc j'ai recommandé un filtre à eau que j'ai fait livrer dans un magasin où je passais quelques jours plus tard, donc ça l'a fait. Mais bon, c'est aussi l'avantage d'être dans les Alpes quelque part, c'est, et ben, comme je disais, il y a quand même un gros réseau logistique, tu pas livré à toi-même au milieu de Ouais, rien, quoi. Donc non, non, c'est possible de parer à ces aléas, quoi. OK. Ouais, puis en plus, été 2022, c'était un été, caniculaire, hein? Ah mais ouais, c'était incroyable la canicule. D'ailleurs, les Alpes ont perdu plus de 6 de leur masse glaciaire pendant cet été-là. J'ai appris ça, ça m'a choqué. Ah ouais? Effectivement, c'était, extrêmement chaud et je suis parti avec maximum 1,5 litre d'eau. Oh punaise. Et OK. c'était limite un peu trop, je dois dire. C'est À mon vrai? avis, ça aurait suffi. Ouais, ouais, même dans des massifs calcaires qui sont des massifs karstiques, donc où l'eau ne reste pas en surface, même dans ces massifs-là, je pense notamment au Chablais, j'ai trouvé suffisamment. Alors l'astuce, c'est que dès que tu trouves de l'eau, tu sais pas quand sera ta prochaine zone, ta prochaine recharge en eau, bah alors là, tu bois, quoi, tu bois un maximum. Ouais. Bah, quelque part, c'est peut-être pas plus mal que là aussi que tu bifurqué sur l'itinéraire de la Transalpe, parce que tu étais un peu plus haut que le GR. Donc peut-être c'était peut-être aussi un peu plus judicieux côté température d'être en hauteur. Ouais, et pour autant, j'ai bien cramé, et encore, ça devait être effectivement plus frais que plus bonne altitude, ouais, évidemment, ouais. OK. Et OK, OK. Attends, j'allais te poser une question par rapport à ce que tu as dit. Oui, ça fait 2 fois là que tu t'envoies quelques petits, teasings. Tu disais que du fait de ton métier, tu es quand même assez calé en carto. Et là, je sais pas, dans ta description du type de massif et de l'eau et cetera, tu travailles dans quoi? Tu y a un rapport avec l'outdoor ou la course Alors, d'orientation, un truc comme ça? ouais, alors moi, je suis accompagnateur en montagne. Ah Donc, voilà, très bien. j'emmène des groupes en montagne. Alors, c'est difficile de décrire rapidement mon métier parce qu'en fait, c'est hyper varié, c'est ça que j'adore. Alors moi, je propose, notamment des stages de trail, mais ça va jusqu'à, de l'éducation, de l'information autour de la biodiversité, apporter de la sécurité pour, des shootings pour des marques,
des trekking. Voilà, c'est extrêmement varié. Et donc, en tout cas, tout le temps dehors, quoi. Tout le temps Ok. dehors, où je peux partager ce qui m'anime, quoi, tout simplement. Et tu l'as passé quand, la MM? Alors j'ai passé le probatoire de l'AMM en 2019, en mai 2019. Ok, excellent. Ouais. Excellent, je suis en plein dans les révisions pour le QCM. C'est vrai? Incroyable. Ah bah, attends, on en parle après si tu veux, volontiers, ouais. Yes, yes, yes. Mais quand tu t'es mis à parler de, tu vois, du type de roche, etc., je me suis dit, ah, là, je suis dessus en ce moment, il y a de Je fortes vois. chances qu'il soit MM. En fait, tiens, tu vas peut-être me rejoindre là-dessus. J'ai toujours pratiqué, enfin toujours, si, quasiment toujours pratiqué l'outdoor. Et il a fallu que je me motive pour ce métier, pour apprendre vraiment à propos de la montagne, à propos de la biodiversité, etc. Et en fait, j'ai découvert avant de faire ce métier que je connaissais rien et je me suis senti, alors pas nul, mais je me dis, mais quel dommage, en fait, c'est que tu passes à côté de tellement d'attraits supplémentaires Ouais, quand tu es focalisé uniquement sur le sport, et ce qui est déjà énorme, hein, mais connaître effectivement l'origine des Alpes, que les interactions entre chaque espèce, etc. Bah là, en fait, quand tu sors en montagne, après, tu as un regard d'enfant, en fait. C'est juste que tu ouvres des tiroirs et tu es d'autant plus intéressé à aller dehors. ouais, je suis complètement d'accord. Tu vois, mais des trucs tout bêtes, hein, la météorologie, apprendre à lire les nuages, Ouais, comme tu dis, un peu l'histoire des, tu vois, des massifs, des trucs tout bêtes, mais différence entre les parcs nationaux et les PNR, les parcs naturels régionaux. Enfin, moi, je ne connaissais pas la différence avant, tu vois. Et ok. effectivement, apprendre, ou le type de roche, tu vois, moi, je passe beaucoup de temps dans les Alpes de Haute-Provence. Bon, bah, je découvre maintenant, en fait, je comprends certains phénomènes, tu vois, les rovines par exemple, ou les ravines, ou les Oui. roubines, voilà, les noms changent un peu, mais bref, et du coup, c'est super intéressant, donc ouais, complètement d'accord avec toi. En tout cas, moi, le message que j'ai envie de faire passer, c'est que pour tous les passionnés d'outdoor en général, ça vient pas forcément à tout le monde naturellement de s'intéresser à ce qui nous entoure à propos de la biodiversité. Et pour autant, mais j'invite à vous pencher là-dessus parce que Ouais, ça décuple l'intérêt qu'on a à aller là-haut, quoi. c'est clair, c'est clair. Pour terminer la parenthèse sur l'AMM, s'il y a enfin sur la formation accompagnateur moyenne montagne et tout le contenu qui est associé, tu recommanderais quoi, toi, comme site, comme livre pour quelqu'un qui voudrait bah, justement en apprendre un peu plus? Alors, il y a un livre qui s'appelle La vie de la montagne. Ouais, yes. C'est pas La Bible. la Bible, mais ouais, la Bible. Je sais pas si c'est exhaustif concernant la compréhension de l'environnement montagnard, mais en tout cas, c'est quasi exhaustif, quoi. Et ça se lit facilement. Ça se lit pas comme un roman, c'est-à-dire tu ouvres une page et puis tu les tournes au fur et à mesure. Sinon, tu ouvres au hasard et voilà, tu te plonges dedans, quoi. Alors, c'est un gros pavé et ouais, le bon livre à laisser dans les WC pour se documenter, tu vois. Ouais, yes. Excellent. Et s'il y en a qui veulent un site internet, moi je vous donne celui sur lequel je suis en ce moment. Ça s'appelle Ma Boîte à QCM, Ah oui. ma-boîte-a-qcm.fr. Et en fait, là, bon, c'est très spécifique accompagnateur moyenne montagne, mais il y a énormément de contenu sur le milieu montagnard enneigé, la profession d'accompagnateur moyenne montagne, et c'est juste passionnant. Donc voilà, excellent. Donc tu es MM. Ok. Si on en revient à cette première traversée des Alpes en trail, donc tu l'as dit, sac de 8 litres sur un itinéraire plutôt en altitude. Au final, tu as mis 21 jours, c'est ça, hein? Ouais, j'ai mis 21 jours, exactement. Alors, c'était pas moi le but, comme je t'ai dit, le but c'était pas de le faire le plus rapidement possible, c'était pas une performance. Ouais. Contrairement à ce qui est souvent véhiculé par l'image du trail, hein, le côté perf, data, etc. Ouais, j'ai vraiment pris le début de l'itinéraire en me disant, bah voilà, j'ai envie de m'arrêter de faire la sieste dans un alpage, je le fais. J'ai envie de faire une petite baignade dans un lac, je le fais. Et au final, petit à petit, mon corps s'est adapté. J'avais plus de douleur ni même aux pieds. Ah oui, non, parce que attends, et les 2 premiers jours, je crois que le troisième matin, je me lève, j'ai cette inflammation là qui me revient sur le pied, je me dis: «Waouh là là, ça va être dur quoi la suite» et heu et tu vois, je continue à faire un peu de renforcement musculaire le soir au refuge et cetera. Après je relativise, hein, je sais que mon corps me permet de courir jusqu'à 100 bornes d'un coup. Je relativise cette inflammation quand même, hein, et là, le corps s'est adapté et cetera, et c'est après où je me suis dit, enfin je me suis dit, non, j'ai eu l'opportunité de le tourner un peu plus en mode challenge la dernière semaine, voilà. Mais à la base, c'était pas du tout l'idée de le faire rapidement, pas du tout. Ok. Mmh. Et ces 21 jours,
Je veux dire, uniquement de trail effectif ou t'inclus aussi les. T'as eu des jours de repos là-dedans? Alors j'ai eu un jour où j'étais malade, je sais pas si on peut dire un jour de repos. Ouais, alors arrivé donc côté donc juste après le massif du Mont Blanc, là j'ai dû manger un truc qui est pas passé, tu vois, et j'ai dû m'arrêter pendant toute une journée. Donc je me suis littéralement vidé, tu vois. Donc là, Ah mince. on dire que les réserves en glycogène pour repartir étaient au plus bas. Et quand je suis reparti, mais c'est là où tu dis que le corps est absolument incroyable, c'est que j'étais à la base j'étais déshydraté, je veux dire, je vais rien manger, etc. Et je me dis ok, c'est pas grave, on va faire ça sur la lipolyse. Fais confiance en ton corps et vas-y quoi. Et effectivement, ça passe quoi. Quand tu es vraiment dans ce mode-là, Mmh. ça passe. Bien. Excellent. Est-ce que tu peux nous parler peut-être d'un moment en particulier qui t'a marqué, si tu as une anecdote, croustillante, qu'elle soit, tu vois, d'une galère ou de quelque chose d'incroyable que tu as vécu? Ouais, alors il y en a quelques-unes, mais il y en a une là qui me vient spontanément, c'est arrivé dans le Mercantour. Alors incroyable le Mercantour, Ouais. mais alors, incroyable aussi, incroyablement rempli de cailloux, hein, accessoirement. Moi, je pensais avoir, je pensais, ouais, en termes de pierriers, de densité de cailloux, etc., je pensais déjà être au maximum, et là je suis arrivé dans le Mercantour, j'ai compris. Et il y avait donc, c'était que du hors sentier. J'avais une étape de 35 bornes ce jour-là. Et en fait, les 10 premiers kilomètres, et je me suis employé, hein, les 10 premiers kilomètres, je les ai fait en 4 heures. Et là, je me suis dit, ah ouais, Ah ouais. j'en ai 35 à faire aujourd'hui, c'est chaud là quand même. Et après ça, je crois que c'était le lendemain ou le surlendemain, il y avait une portion goudronnée. Oh, mais tu vois, moi j'adore courir en montagne, mais là, j'ai jamais été aussi content de courir sur du goudron, quoi. Ouais, j'imagine. Mais parce que tu étais, sur des sections hors sentier ou même pas? Ouais, 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 en fait, c'est ça, c'est que, alors, c'est pas que du hors sentier, la Transalp, mais disons que les sentiers sont des liaisons pour aller vers du hors sentier, tu vois. D'accord. Et d'ailleurs, c'est assez marrant, tu regardes la carte et tu vois une montagne en fait où il y a aucun sentier, qui a l'air abominable, ligne de crête, etc. Et puis tu vois le GR qui passe à côté, qui contourne la montagne, et toi tu dis bon bah ok, on va. Mais donc c'est quoi en fait? C'est une trace que tu télécharges et que tu suis ou c'est Non, ça? à la base, j'ai du mal quand même à recommander de dire ah ben téléchargez une trace GPS et allez-y. Non, il y a quand même des compétences à avoir pour ça. C'est vrai que les technologies nous offrent une certaine autonomie en montagne. Ouais. Par contre, ça n'empêche pas de savoir lire un fond de carte, s'adapter, etc., avoir la réflexion qui va avec. À la base, la Transalp, c'est un livre, un topo, quoi, qui décrit un itinéraire. Et après, à soi de tracer, par facilité, par commodité, de tracer sur une carte. Donc là, une carte numérique, donc ça fait une trace GPS. C'est beaucoup plus simple à suivre. Tu vois, j'ai pas couru avec le livre, quoi. D'accord, ouais, ouais, ouais. Ouais. Oui, non, bien sûr, hein, oui, attention, c'est bien, on voit tout de suite la posture d'accompagnateur en moyenne montagne. Être capable de lire une carte, ne vous lancez pas dans un truc comme ça, sans rien y connaître. Non, Mais, mais ouais, parce que j'ai pas envie de passer le message: «Ah, vous prenez une trace GPS et vous la suivez». Ben, ouais, oui, encore une fois, c'est super. Moi-même, j'utilise beaucoup cette technologie, mais formez-vous, quoi. ouais, c'est clair. Ouais, non, je suis d'accord. Apprenez à lire une carte, ça fait clairement la différence. Mais si pour celles et ceux qui voudraient, parce que j'arrive pas à trouver, là, je suis sur internet en même temps, heu, il y a un site officiel ou quelque chose? Ou c'est Ah, mais quelqu'un un jour qui a c'est fait hyper ça et confidentiel. Non, mais c'est hyper confidentiel, ce truc. En OK. gros, il existe la Haute Route des Pyrénées, qui est un peu plus connue, Ouais, la c'est ce que j'allais HRP. dire, j'ai l'impression que c'est la HRP des Alpes, en fait. Exactement, exactement. Et il y a un gars qui avait fait la HRP, dont j'ai oublié le nom, qui s'est dit: «Ah vas-y, il faut faire la même chose pour les Alpes». Donc il a créé un itinéraire, donc pour les Alpes occidentales, pour le coup. Et non, c'est assez confidentiel. Je pense que ça doit pas être évident de trouver des infos sur internet, ouais. Mais le mieux, je pense, c'est d'acheter le livre. Ouais. OK, ben je mettrai le lien. Ah, Jérémy Biget l'a fait, OK. Ouais, et d'ailleurs, incroyable Jérémy, incroyable, parce que Jérémy, on est en contact un petit peu, notamment sur Instagram. OK. Et notamment pour des projets, pour d'autres projets. Et Jérémy me dit: «Ah ouais, j'aimerais trop faire la haute route des Alpes et tout». OK, bon. Et moi, à ce moment-là, alors on s'était pas tenu au courant, hein, de quand il partait, et cetera. Et moi, l'été dernier, j'ai voulu sur un week-end revenir un peu à mon premier amour, c'est-à-dire le VTT. Et je pars faire le tour des Combins, donc en VTT sur 2 jours. Et là, j'arrive côté, donc vers le refuge Bonatti, donc Ouais. l'autre côté du Mont Blanc, là, en Italie. Et je suis à contresens sur le tour du Mont Blanc, il y a plein de personnes et tout. Puis là, qui je vois arriver? Je vois arriver Jérémy, tu vois? Et il me dit: «Ouais, je suis sur la Transalp». En fait, effectivement, la Transalp, à un moment,
pour contourner le Mont Blanc, prends un petit morceau de tour du Mont Blanc. Et là, on se croise à ce moment-là, donc on reste une demi-heure, une heure sur le bord du chemin à discuter de nos aventures respectives, etc. Mais c'est marrant du coup que tu me parles de Jérémy, le fait qu'il ait fait aussi la Transalp, ouais. Ouais, en fait, ouais, je viens de tomber sur un article là de Expérience Outdoor où je crois que alors c'est lui qui l'a écrit, ouais, c'est ça, c'est lui qui l'a écrit. Et en fait, Jérémy, alors moi je le connais pas, mais j'ai vu son film. J'étais jury à un festival de films d'aventure à Millau là, début d'année. Et il y Ok. avait son film Fils du vent où il parle de sa traversée. Alors plus que je dise de bêtises, là, du Kirghizistan. Oui. Je sais plus quand il a fait ça. Et il est guide de haute montagne, si je me Il souviens. a MM aussi. Il est dans le cursus Il est totalement. AMM? Ah ouais? OK. Ouais. J'avais guide en tête. OK, AMM. Et donc voilà, bon, c'est comme ça que du coup, j'ai son nom en tête, mais je Bon, savais pas voilà. qu'il avait fait la Transat. J'imagine que tu pourrais largement l'inviter sur le podcast d'ailleurs. Il aurait des Yes. choses à dire. Yes, yes. OK, donc Transalpes, bah, je mettrai, au moment où, pour celles et ceux qui écoutent là, il y aura les descriptions, enfin il y aura les liens pardon dans la description de l'épisode, vers le livre de, alors c'est Jérôme Bonneau, qui a écrit le Ah, livre, c'est ça. Transalpes, Yes. voilà. Donc je mettrai le lien vers ça, vers un ou 2 articles. Donc s'il y en a qui sont intéressés, qui veulent aller se renseigner, eh bien vous pourrez, tout est en description. Qu'est-ce que tu as appris, toi, du coup, sur cette première traversée des Alpes en trail? Ce serait J'ai quoi, tu vois, les grands apprentissages que tu en retires? deuxième semaine encore plus et la troisième, alors là, j'explose tout ce que j'ai jamais fait en termes de volume de sport, tu vois. Et en fait, si on suit les préceptes d'entraînement, etc., clairement, j'avais tout qui me disait, là, tu es en surentraînement, tu es censé être éclaté, quoi, tu vois. Et en fait, ça allait bien. Et en fait, ça allait bien parce que le corps s'adaptait, parce que j'ai mangé énormément. Alors par contre, laisse tomber, hein, dans tous les refuges, j'ai mangé, quoi. Je pense que c'était un peu ça la clé. Ouais, les capacités du corps, ça m'a énormément surpris. Et notamment, voilà, le corps s'adapte, les douleurs disparaissent. Alors, je te cache pas que j'ai eu quand même pas mal de petites tendinites, etc., à droite à gauche. Mais voilà, faut faire confiance, ça passe. Alors, ça veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi dès que tu as mal continuer. Non, c'est assez subtil, c'est assez fin en fait à sentir. Mais là, c'était sur un effort assez lent. Et ouais, tu vois, quand je suis arrivé donc à Menton, ouais, j'ai pas spécialement pris de repos derrière. Alors, peut-être que j'en aurais eu besoin, mais je le ressentais pas, tu vois. Je pensais pas que ça serait. Je vais pas dire que c'était facile pour le corps, parce que ça serait un peu abusé de dire ça. Mais encore une fois, quand on a un projet, on y consacre du temps, de l'énergie et qu'on est vraiment motivé, qu'on mange suffisamment, qu'on boit suffisamment, ben, le corps nous porte jusqu'au bout. Tu dirais qu'il t'a fallu combien de temps pour t'adapter? Ça a été l'histoire de quoi? 24 heures, 48 heures, une semaine? Non, alors je m'étais quand même beaucoup entraîné et préparé avant, donc c'est pour ça aussi que alors le corps, voilà, le corps peut s'adapter à condition qu'on ait quand même une base hein, par rapport à ce qu'on projette de faire. Je vous dirais que ça m'a pris une semaine. À Tignes, je sais plus, c'était au bout d'une semaine où j'étais à Tignes. À Tignes, il y a un ami qui m'a rejoint, Jean-Baptiste, et là on a fait 2, 3 jours ensemble. Et effectivement, le premier jour, il m'a dit: «Mec, en fait, tu boites, quoi». Et c'est vrai que j'étais perclus de tendinite, tu vois? Et et moi, je me suis dit: «Non, mais ça va passer, ça va passer». Et le lendemain, on s'est obligé à plus courir, à faire une journée, de rando. Et après ça, c'est passé. Alors par contre, tous les soirs, je me mettais les pieds dans l'eau froide, je continuais à faire du renforcement, je m'étirais, je faisais de la mobilité, et cetera. Et par contre, le lendemain justement où j'ai eu toutes ces tendinites, et cetera, ça a commencé à aller mieux. Et ouais, je dirais au bout de 10 jours, j'étais parfaitement adapté, ouais. Incroyable. Et c'est là où j'ai commencé à me motiver, à me dire: «Eh, il y a peut-être moyen d'allonger un petit peu plus la distance», par curiosité, en fait. Ouais, Ouais. ouais, surtout, voilà, qu'est-ce que ça donne si on pousse un peu plus, la machine? Mais du coup, t'avançais à la carto pendant tout ce temps ou t'avais une trace sur une montre? Non, j'avais une trace, alors, en fait, c'est ça, j'avais la trace sur la montre, mais surtout, j'avais toutes les cartes dans le téléphone. OK. Ah, Voilà, tu donc rien en format papier, pas de boussole, rien, non, 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 rien du tout. OK. OK, OK. Ouais, après en même temps, j'imagine que en kilomètres, ça fait combien? Quoi, 1 Tu dit? kilomètre par jour en Non, moyenne? non, au total? Total 650. Ah oui, voilà, 650. Ouais, donc J'avais 600 en tête. 650 bandes de cartes, laisse tomber, tu pars Ouais, pas avec ouais, une ouais, seule, ouais. quoi. Ouais, ouais, 25 millième, laisse tomber, quoi. Ouais, C'est ouais, exactement. ouais. OK, et mentalement, est-ce que tu dirais que
Enfin, est-ce que pour toi, ça va de pair, l'adaptation physique et mentale, ou est-ce que tu as eu des phases où physiquement tu étais adapté, ou peut-être pas encore, et où le mental était à un stade différent? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, si ma question est Ouais, très claire, ouais, tout mais à fait. Et ouais, non, alors en fait, c'était que du plaisir, quoi. Non, mais c'est vrai. vraiment, je sais que ah ouais, ouais, non, mais ça peut sembler tiré par les cheveux dit comme ça, mais j'ai eu des super conditions. J'étais dans un environnement que j'adore. J'avais pas de contraintes, de challenge, et cetera. C'était vraiment que pour le kiff, quoi. Donc non, le seul moment qui était un peu dur mentalement, mais pour te dire à quel point c'est pas grand-chose, c'est en remontant sur Tignes, j'ai eu le malheur de trouver un camion à pizza, tu vois? Plein après-midi, gros soleil Je vois ce qui arrive, je crois. et la montée à Tignes était un peu dure, tu vois? Mais voilà, c'était le moment le plus dur, hein, alors c'est te dire. OK, OK, OK. Tu pas eu de soucis, météo, gros orages, sur des crêtes ou ce genre de choses? Si, alors par contre, ouais, il y a quand même eu, j'ai eu une belle période pour, réaliser donc il y avait un gros anticyclone. Par contre, justement arrivé, bah, dans le Mercantour, j'ai eu une journée où, l'orage était extrêmement menaçant, alors que, comment dire? Tu es sur des crêtes en hors sentier et cetera, tu redescends pas facilement, quoi. Ouais, Tu vois, tu es sur un GR, tu es un peu en forme et cetera, tu vois le mauvais temps arriver à une demi heure, à même un quart d'heure près, tu arrives à te mettre à l'abri, à vraiment redescendre, tu t'adaptes. Tu es sur un terrain technique en altitude, c'est pas la même. Là, j'ai eu de la chance à ce moment-là, c'est que je suivais une, frontière, la frontière entre l'Italie et la France, et c'était parsemé de postes frontières de l'ancienne guerre mondiale, la dernière guerre mondiale. mmh. Et donc, voilà, j'avançais de point d'appui en point d'appui comme ça. C'était effectivement un peu plus, voilà, le côté un petit peu stressant, mais quelque part, entre guillemets, encore une fois, parce que c'est les aléas de la montagne et quand on est conscient, tu arrives à t'adapter, quoi. Ouais, ouais. Oh là là, génial, et le ressenti à l'arrivée quand ça y est, tu fais le dernier pas? Ah mais c'est incroyable. En fait, je suis arrivé ah mais alors là, je m'en souviendrai toute ma vie, mais c'est obligé, quoi. Alors le dernier refuge, que j'ai où j'ai passé la nuit, c'est le refuge des Merveilles, donc dans la vallée des Merveilles et donc là, le lendemain, il me restait une cinquantaine de bornes pour arriver à Menton, et donc je mets mon réveil assez tôt puisque je voulais arriver avant 15 heures à Menton. Comme j'étais parti à 15 heures du Léman, je me suis dit: «Bah nickel, là, ça va pile faire 3 semaines si j'arrive avant 15 heures. Et j et en fait, j'ai vu la mer, et j'ai attendu presque le dernier moment avant de voir la mer, quoi. Et c'était pendant le lever de soleil et là, tu arrives, ouais, j'ai passé une journée un peu comme ça dans le flow et quand tu arrives sur la plage de Menton, que tu vois, ouah, je sortais d'une autre planète là, hein. Mais ouais, je j'ai un peu oublié ta question, mais en tout cas, voilà, mon ressenti de la dernière journée, c'était ça, non? Ouais, c'est ça, c'est Ouais, ça. OK. Excellent. Fabuleux. Bah, écoute, en tout cas, ça fait envie cette traversée, estivale et en trail, via la Mmh. Transalpe. À quel moment, du coup, est-ce que la deuxième traversée, cette fois-ci, hivernale et en ski, Ouais. ski de rando, j'imagine, hein? Oui, 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 tout à Ouais. fait. À quel moment est-ce que le projet, le projet t'est venu? Et même question, en fait, et combien de temps tu as mis, avant de pouvoir le réaliser? D'ailleurs, on n'en a pas parlé sur la première expérience, mais, financièrement, je serais aussi curieux de savoir, ce que ça représentait, tu vois, ces deux expériences? Ouais, alors, bah, on peut en parler direct, mais, c'est, moins que des vacances, peut-être, ouais, les vacances moyennes de quelqu'un qui va à l'hôtel et cetera. Si tu veux, un refuge en demi-pension, c'est environ 60 €, 60-65 € selon où tu es dans Ouais. les Alpes. Donc ça, c'est de la demi-pension. Faut rajouter de la nourriture, bien sûr, pour le midi, parce que si tu veux, sur la Transalpe, tu croises extrêmement peu de villages, donc tu peux pas forcément te ravitailler dans une boulangerie ou autre, donc ça veut dire que tu dois manger en refuge et beaucoup manger, crois-moi. Donc oui, c'est un petit budget, mais quelque part, quand c'est vraiment un rêve et que tu mets un petit peu ce qu'il faut de côté, bah, ça passe, tu vois? Ça reste, Ouais. accessible pour beaucoup de personnes. Non, moi, ce qui m'a plus coûté, il faut le dire, c'est que mon métier, la grosse saison, c'est entre autres juillet-août. Mmh mh. Donc j'ai pris, 3 semaines où je n'ai pas travaillé et ça, c'est plus ça qui personnellement m'a coûté que le coût en lui-même, du projet. Ouais, ouais. OK. Ouais, exactement pareil pour l'hiver, hein, d'ailleurs. Voilà. Et oui, tu me demandais quand est-ce que ça m'est venu l'idée de cette deuxième traversée, mais en fait, elle m'est Yes. venue même avant la Transalpe. Totalement par hasard, je rencontre un gars qui me dit qu'il avait fait ça. Alors lui, il avait fait il y a quelques années auparavant dans le sens, nord-sud
Et en fait, j'ai buggé, je me dis: Comment ça, t'as traversé les Alpes en ski?» Mais ouais, je crois que j'ai plus dormi pendant 2-3 jours derrière, tu vois? J'avais un petit vélo qui tournait dans la tête et mais c'est incroyable, quoi, mais c'est incroyable. Moi, j'ai toujours été attiré par le ski, comme je te disais, tout en m'y mettant, extrêmement tard et surtout toujours attiré par l'itinérance, l'autonomie, la beauté d'un itinéraire, tu vois? Où tu es toi avec, ton petit cerveau et ouais, comme je dis, ton autonomie. Donc forcément, j'ai été attiré par ça et une fois que j'ai fait cette première traversée des Alpes, ça me paraissait assez logique d'enchaîner sur la même en hiver. Donc là, sur, cette deuxième traversée, on est parti du sud, on est remonté au nord. Ok. Alors à la base, ma première intention était de le faire dans le sens nord-sud, mais finalement pour des considérations nivologiques, c'était plus intéressant de le faire tel quel et on a bien fait, ouais. Ok. Et donc le départ c'était quoi? Le départ, c'était de Menton. Ah vraiment, exactement le OK. Exactement, c'était pas voulu, hein, c'était pas voulu, mais ça s'est fait de Menton, ouais. Alors autant te dire que quand tu es à Menton, en plus on était pendant la fête du citron, heu, donc autre ambiance, nous on arrive avec nos pantalons de ski, nos skis, sur la plage, tu vois? Autre ambiance, ouais, c'était assez cocasse. Excellent et tu dis «on», du coup tu l'as pas fait en solo celui-ci? Ah non, là je l'ai fait avec un ami, avec des amis d'ailleurs, ça a été carrément partagé. Alors, il y a 2 choses, à la fois plus ça va, plus j'ai envie de partager de partager. Tu vois, j'ai fait beaucoup de voyages tout seul, bah, j'ai fait la transat, enfin, bah, beaucoup de choses que je fais solo et plus ça va, plus ma motivation vient dans le partage avec les amis et là, qui plus est l'hiver en ski et cetera, pour des considérations, de sécu, c'est bien d'être 2, mais même au-delà de ça, enfin, pour le partage, c'est incroyable. Donc, je l'ai fait avec, un ami, donc Lucas, qui lui est médecin, donc il fait que des remplacements, donc il pouvait se libérer un peu comme il voulait. C'est quelqu'un qui est tu sais, c'est assez rare en fait, hein, les personnes avec qui tu pourrais partager ce genre d'aventure. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il faut quelqu'un, qui a la tête sur les épaules, en qui tu as une entière confiance, quelqu'un avec qui tu t'entends super bien, parce que tu pars quand même pour 3 semaines, 24 heures sur 24, ensemble. Il y a beaucoup de prises de décision, il y a potentiellement du stress, de la fatigue, et cetera. Plus quelqu'un de dispo, et bah là, tout l'engrenage s'est mis en place pour que Lucas et moi, donc un ami ça fait des années qu'on se connaît, on a fait beaucoup d'alpinisme. Et donc, on est parti avec un autre ami au début qui nous a rejoint pendant 4 jours, hein, pour les 4 premiers jours. Et après, pour traverser le massif du Mont Blanc, il y a 2 autres potes qui nous ont rejoints, pareil un petit peu dans le Chablais. Donc, non, c'était plus sous le signe du partage et franchement, vu les conditions qu'on a rencontrées, tant mieux, ouais. Justement, les conditions. Alors j'ai cru comprendre que ça avait pas nécessairement été, grand soleil et ciel bleu, tous les jours. Ça Non, non, correspond non. c'était quoi? Vous avez vécu quoi? C'était, comment dire? Autant j'ai bien profité du paysage des Alpes l'été, autant le paysage des Alpes, l'hiver, ça se résume au bout de mes spatules de ski, tu vois? Mais vraiment. Oh punaise, du début à la fin? Alors sur 18 jours, donc on a fait 18 jours de traversée, on a eu 4 jours de beau Ah ouais. et jours de mauvais, c'était franchement dégueu, hein. Ouais, donc ça rajoute de l'aventure, hein. Mais après au-delà, de se dire: «Ah, il y a pas de soleil, c'est pas forcément agréable» et cetera. Non, là, l'hiver, c'est une toute autre considération. Ça veut dire que si tu vois rien, il faut s'orienter dans le brouillard. Dans le brouillard, hors sentier, bien évidemment, c'est l'hiver, hein. C'est Ouais. l'hiver, on suit pas les sentiers, donc tu es dans la neige, tu as pas de brouillard, tu as aucun point de repère, tu es dans un massif que tu connais pas. C'était pas seulement du brouillard, ça veut dire, qu'il y avait énormément de chutes de neige aussi, c'était clairement la tempête. On a traversé les Alpes pendant une dépression, quoi. Voilà. Donc il a fallu s'adapter et surtout gérer le risque avalanche et la navigation dans le brouillard. Et là, c'était sport, ouais, c'était l'aventure. Et Mais donc là, très vous ambitieux. étiez, pardon, vous étiez toujours en navigation, «électronique» entre guillemets, téléphone, montre? Alors montre, un peu moins sur la montre parce que là, on était plus sur des azimuts, avec la carte du téléphone, OK. avec une bonne application. Bah, d'ailleurs, chacun avait une application différente, donc on a pu vraiment tester, les différentes applications de cartographie. Et non, ça suffit, quoi. Alors après, on avait aussi une batterie externe, on avait, bah, chacun un téléphone, donc ça fait 2, hein, en cas de pépin. Ouais, donc tout sur le téléphone. OK. OK, OK et pourquoi pas, papier par curiosité? Parce que là, vous aviez moins d'enjeux côté poids, non, j'imagine, en étant à ski? Ouais, on pourrait croire qu'il y a moins d'enjeux côté poids, mais même par praticité. En fait,
comment dire, au quotidien, donc dans l'avancée, le téléphone, c'est super pratique, tu le sors, tac, tu pas déballé ta carte, et cetera. Par contre, c'est sûr que pour planifier, c'est galère. Ouais. Faut dire ce qui est. Ça, on a dû, planifier, replanifier, et cetera, pour s'adapter aux conditions. Après, tu sais, j'entends souvent dire, «Ouais, mais si tu plus de batterie dans ton téléphone, et cetera», tu sais, un peu la montagne à l'ancienne. Mais, en fait, il pleut là, tu ta carte, bah, tu comme un con quand il pleut. Et des cartes qui s'envolent, j'en ai vu quelques-unes, hein. Ouais, 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 ouais. Par contre, des téléphones sans batterie, j'ai pas encore vu, et quand bien même, on a quand même des plans B entre, 2 téléphones, une batterie de secours, la montre et puis notre bon sens aussi, hein, de retrouver la vallée, de revenir sur nos pas, et cetera. Ouais. Donc non, c'était largement suffisant. Moi, ce que j'aime bien faire et bon, pas je le fais pas en ski où j'imagine que tu couvres des distances quand même plus importantes. Mais depuis que je me suis lancé, dans ce cursus AMM là, il y a 1 an, 2 ans? 2 ans? 1 an? Je sais plus. J'aime bien partir avec les cartes papier, mais pas les cartes, en fait, je vais sur Open Runner, c'est Ouais, l'outil de planif que j'utilise, et comme j'ai la version, payante, j'ai les fonds de carte IGN Topo 25 d'accord. et donc en fait, je me fais des captures d'écran, de tout le parcours que je rassemble dans un document Word, que j'imprime et que je fous, tu vois, dans une pochette, plastifiée. Ouais. Mais bon, après, Bah, voilà, je fais ça quand je pars à la journée ou sur maximum 4-5 jours. Donc, ouais, puis après tu me diras ce que tu en penses, mais je pense que c'est aussi le plaisir de lire une carte, quoi. ouais, aussi, ouais, 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 C'est clairement. au-delà d'efficacité, et cetera, c'est alors moi, comme je te dis, hein, je suis fan du téléphone pour avoir le fond de carte, et pour autant, le plaisir de lire une carte papier, c'est trop Ouais, bien. ouais, c'est clair. OK, et du coup, est-ce que la grande question avec des conditions pareilles, est-ce que vous vous êtes paumé? Non, on s'est pas perdu. À aucun moment on s'est Bien perdu. joué. Par contre, ouais, j'avoue, on a pensé à abandonner. On a pensé à abandonner parce que clairement là, ça le sort s'acharner, quoi. Si tu veux, avec Lucas, où j'étais content de le faire avec lui, c'est que, on n'était pas là pour prendre des risques inconsidérés. Voilà. Par contre, on n'était pas là à la base pour le faire dans le brouillard et dans la tempête non plus. Ouais, Donc ça, c'était un peu la surprise. Et au fur et à mesure, voilà, donc ça veut dire qu'on passait 2 heures environ par, soir à réétudier l'étape du lendemain pour trouver des points de passage safe. Et dans le brouillard, franchement, le brouillard, c'est une chose, ça rajoute un challenge, mais c'est surtout quand tu mélanges le brouillard et le risque avalanche. Tu ouais, vois, le vrai challenge. Parce qu'en gros, un risque avalanche qui est là, qui est prononcé, et cetera, on peut le gérer en choisissant exactement sa trace. Alors ça joue à 20 mètres près, hein. Heu, Par contre, tu mets du brouillard là-dedans, alors là, les 20 mètres, faut être sûr, hein. Et donc il a fallu gérer les 2, et c'était vraiment ça l'expérience de ce raid à ski à travers les Alpes occidentales. et qu'est-ce qui fait que vous avez pas abandonné? Hem, En fait, en arrivant dans le Kéra, alors là, on avait 60 centimètres de neige, à travers les mélèzes, enfin trop bien skié. Par contre, clairement, on voyait là les cartes, la suite, on était en risque 4 sur 5. On a quasiment tout fait en risque 4 sur 5, hein, niveau avalanche. Ah ouais, OK. Encore une fois, j'insiste, sans prendre de risques, inconsidérés. Il y a vraiment il y a des pentes, il y a des choses où tu peux, te dire que c'est OK. Donc on est resté vraiment sur nos préceptes un peu de sécurité. Et donc à chaque fois, on trouvait des points de passage, mais des fois, on n'en trouvait pas, ou ça venait pas spontanément. Et donc là, on se disait: «Mais tu sais quoi? On va arrêter là, ça veut pas, ça veut pas. On va retourner dans le Kea, on va se prendre un forfait de ski, on va juste se faire plaisir», tu vois? Et en fait, à chaque fois, on arrivait à trouver un point de passage, mais après, 2 heures sur la carte, à faire des trucs, mais tirés par les cheveux, des détours de malade, et franchement, heureusement qu'on n'a pas abandonné parce que l'expérience était incroyable. Génial. Et d'un point de vue là aussi, pratico-pratique, très précis, côté logistique, ma question, pour manger, pour dormir, vous faisiez comment là? Alors, là, on a moins pris de refuge que sur ma première traversée.
Disons qu'on était à la fois en gîte, des fois en hôtel, des fois en refuge gardé, des fois en refuge non gardé. On avait dans notre matériel de quoi faire de dormir dans des refuges non gardés. Donc on avait notre sac de couchage, réchaud également. Et donc quand il fallait, on trouvait un village, on trouvait de quoi manger le soir, enfin de quoi manger, tu vois, des pâtes instantanées, enfin des trucs de bivouac entre guillemets. Ouais, Donc ça, et puis sinon, comme je te disais, dans des gîtes, hein. ouais. Et vous aviez combien de nourriture sur vous? Vous aviez une sorte de buffer en permanence, genre 2, 3 jours de repas ou? Non, maximum une journée, Ah ouais, maximum. maximum une jour Ouais. ah ouais, carrément, OK. Ah ouais, ouais, non mais la légèreté, comment dire? La légèreté, la mobilité, c'est aussi la sécurité en montagne. Ouais, ouais. Non, mais Alors on ça veut avait de dire quoi que manger, mais de quoi boire. c'est faisable de se réapprovisionner en cours de route, facilement, quoi? Exactement, mais c'est OK. les Alpes, quoi. Ouais, ouais, ouais. OK. C'est l'avantage. Ouais. Super intéressant. Et là, un peu même question que tout à l'heure, c'est quoi toi le moment qui t'a le plus, marqué, dans cette expérience partagée du coup? Alors là, le moment qui m'a le plus marqué, et on en a discuté avec Lucas, je pense qu'il dirait certainement la même chose. Justement, c'est en quittant le Kira, où là, on a un risque 4 sur 5 niveau avalanche. Ça pose des quantités de neige, mais incroyables. Et encore une fois, bon, on est dans le brouillard. Et là, on a une grosse journée. Je crois qu'on avait plus de 2600 mètres de dénivelé à faire, Ah ouais. à brasser la neige, et cetera. Et on est loin de tout, ça capte pas. Alors j'avais là une radio de secours quand même. Et on a une pente à passer où on s'était dit: «Celle-là, normalement, elle craint pas». Parce qu'on est sur, des degrés de pente où c'est pas censé partir. On dit en neige sèche, sous 28 degrés de pente, ça part pas. Voilà, c'est scientifique. Et là, la pente en question, c'était pas 28 degrés, c'était 27, quoi. OK. Là, on est dans le brouillard, et ça veut dire qu'on peut pas prendre de la distance entre nous, ce qu'on appelle des distances de sécurité. Donc on prend maximum 10 mètres pour qu'on soit toujours à vue. Et cette pente, elle est censée passer, mais à 20 mètres près, quoi. Faut pas aller, trop à droite, trop à gauche. Et là, alors ça veut pas dire que même si on serait allé dans 5 degrés de plus au niveau de la pente, ça veut pas dire que ça serait parti, hein, mais clairement, c'est des endroits où tu pas envie d'être. Tu pas envie d'être dans ces conditions. Et là, à ce moment-là, ouais, on a un peu serré les fesses, et en fait, arrivé au col, donc c'était un col, cette pente, donc moi j'étais devant, et là, j'arrive au col, encore une fois, je vois rien, je vois que mes skis, et je me dis: «Mais attends, en fait, il y a une corniche, quoi, ça se trouve, j'en sais rien, moi. À tout moment, on pète une corniche», enfin, aucune idée, quoi. Et donc ça, c'était le moment le plus marquant, ouais. Alors finalement, il y a pas de corniche, tout s'est bien passé. Derrière, il y avait tellement de neige à la descente qu'on a dû garder les pots de phoque, et je crois pour faire 700 mètres de dénivelé à la descente, on a dû mettre 2 heures avant de rejoindre un refuge, non gardé, et là, c'était incroyable parce que si tu veux, c'est une très longue journée, assez stressante, dans le froid et cetera. Et là, on arrive au fond de Serrières, et les fonds de Serrières, c'est pas accessible l'hiver, et c'est un petit village qui fait un peu village abandonné. Et je vois une maison avec de la lumière, et je me dis: «Bah, voilà, c'est le refuge non gardé, mais il y a déjà des personnes qui y sont, quoi». Donc nous, on se précipite là-bas, et enfin, on se précipite, voilà, on y va. Là, il y a des gens qui sortent, qui parlent, pas français, donc qui parlent anglais, c'est des Hollandais, et ils me disent: «Non, c'est pas le refuge ici, c'est chez nous». OK, donc pouvez nous indiquer le refuge, s'il vous plaît? Et aussi, on a carrément la dalle, vous avez pas, vite fait un truc à nous dépanner? En fait, on était censé dormir encore plus loin, hein, pas forcément dans un refuge. Et bon, on avait de quoi manger et cetera, en fait, mais tu vois, moi, j'ai toujours peur d'avoir faim, quoi. Ouais. Et là, en fait, ils nous montrent le refuge, ils nous accompagnent et tout. Il se passe 5 minutes, et là, ils reviennent: «Eh les gars, on vient de faire à manger, en fait, il y a largement trop, venez manger avec nous», quoi. Et après une telle journée, ce partage, cette hospitalité, c'était vraiment un chouette moment. Excellent. Pour en revenir à ce que tu racontais avec la potentielle corniche, enfin le fait que tu voyais rien, comment toi en montagne, alors que ce soit en hivernal ou pas, hein, mais comment est-ce que tu prends des décisions, dans des situations qui peuvent être un peu sensibles, tu vois? Type, gros changement météo ou, s'engager sur un terrain, qui peut être un peu craignos et en tout cas, pour toi quand tu es seul, pas quand tu encadres un groupe? Ouais, alors je dirais que c'est la gestion de la frustration. OK. Accepter de pas faire ce qu'on a envie de faire parce que, là, c'est pas en condition, et c'est plus ça. Il y a toujours quelque chose qui sera en condition pour s'amuser en montagne.
Faut juste chercher ce que c'est. Par contre, avoir en tête, ah, on va faire tel itinéraire, tel jour, etc., c'est compliqué. Donc, non, être pragmatique, être OK avec ses valeurs, dans le sens, le niveau de risque que tu acceptes. Donc, non, le renoncement, ouais, tout simplement. Hmm. Le renoncement, et au final, c'est la montagne qui, comme j'aime bien dire, c'est un échange entre la montagne et nous. Et puis, des fois, voilà, on s'apprivoise, et puis elle nous laisse passer, ou différemment. Et c'est peut-être aussi une part d'humilité, peut-être. Ouais. Ça t'est déjà arrivé, peut-être de manquer un peu d'humilité, ou en tout cas de prendre la décision de continuer alors qu'avec du recul, tu aurais dû arrêter? Prendre la décision de continuer alors que non. Non, par contre, ça m'est déjà arrivé d'être dans un endroit où clairement j'aurais pas dû être, mais ça, je l'ai su qu'à posteriori. C'était il y a quelques années avec un ami, on grimpait la Dent Blanche en Suisse, hein, donc un sommet de 4000 mètres. Donc on voulait le faire par l'intégrale de l'arête de Fairpeck. Là, en fait, l'arête s'était effondrée quelques temps auparavant, mais sauf que c'est jamais parcouru cet itinéraire, donc on n'avait pas l'info. Et j'avais appelé au refuge, je me dis ouais, ça passe. Bon, c'était mal compris, lui il pensait pas forcément de l'intégrale. Et là, on s'est retrouvé sur une arête à 4000 mètres qui s'effondre. Donc on pouvait pas forcément redescendre ni en rappel ni rien, on pouvait pas forcément avancer non plus. Et en fait, voilà, là c'était un peu chaud, ouais. Et vous avez Euh, fait comment? alors en fait, on aurait pu continuer, on avait fini la partie rocheuse, donc il restait toute l'arête de neige, mais il faisait tellement chaud, dans le sens où on n'a pas pu respecter l'horaire, quoi, avec des telles conditions sur l'arête, qu'on était en plein après-midi, ça chauffait, ça partait quasiment en avalanche un peu continue, c'est des coulées. Ouais. Donc on s'est dit, bon bah là, l'idée c'est de passer la nuit, quoi, pour que ça refroidisse et repartir au petit matin. Et là, au loin, on voit des nuages noirs, bien noirs, quoi, qui arrivent, qui n'étaient pas forcément prévus. Donc, on a eu l'idée d'appeler les secours suisses juste pour avoir des infos un peu sur les conditions météo. Et en fait, ils nous ont dit: «Ah, mais non, mais vous inquiétez pas, on est à côté, on vient vous chercher». Et au final, on s'est fait élitreiller, ouais. Et heureusement qu'ils étaient là parce que c'était une journée un peu stressante, ouais, de grimper sur une arête qui s'effondre continuellement, ouais. Waouh. Mais oui, je sais pas, pour répondre à ta question, après, est-ce qu'on aurait dû, une fois que tu es engagé dedans, c'est même pas la question de se dire comment on continue, est-ce qu'on continue ou pas, c'est comment on s'échappe, quoi. C'est plus Ouais. ça, tu vois. Ouais. Bon, et maintenant que tu as ces, 2 traversées des Alpes, dans les jambes, c'est quoi la suite pour toi? Oh, bah, il y a toujours des belles idées de traverser. Le problème, tu sais, c'est comme les voyages, c'est-à-dire que les idées viennent de manière exponentielle. Au début, tu te dis, «Ouais, il va y avoir cette traversée, puis il y aura celle-là», puis une fois que tu es sur le projet en cours, tu commences à avoir 10 autres idées. En fait, les idées viennent plus vite. Et donc, bah, encore une fois, ça dépend des conditions de la montagne, mais là, ce printemps, j'aimerais beaucoup faire une traversée du Mont Blanc, partant de Courmayeur, arrivant à Chamonix en passant par le Mont Blanc. Ça me botterait beaucoup. Mais comme je disais, j'évite de mettre trop ça en tête. Ça va dépendre si les conditions sont là, la météo. Et après, il y a des grandes traversées dans d'autres massifs, mais pour l'instant, je préfère garder les idées précises pour moi, sinon ça me met une pression si je commence à Yes. trop en parler, tu vois? Je vois très bien. Je sais qu'on pourra pas pour les autres, en gros, tu vois? Yes, yes, yes. Beh, écoute, on va garder ça en mode teasing pour le moment, sans en dire plus. S'il y a des gens qui veulent, te contacter, alors, pourquoi pas pour que tu les accompagnes en montagne, pour, échanger sur la Transalpe, c'est quoi le Ouais. mieux? C'est Insta? Ton site? Ouais, sur Instagram, je suis assez réactif sur Instagram. C'est Olivier-du-bas Émotion Alpine. J'ai aussi un site internet, donc émotionalpine.fr. Mais sur Instagram, ouais, je suis assez réactif. OK. Émotion au singulier? Et au singulier, ouais. OK, émotion alpine. OK, bah, de toute façon, les liens seront en description. Fabuleux. Eh ben, écoute, merci Olivier, c'était passionnant. Est-ce qu'il y a un message que tu voudrais faire passer pour, conclure cet échange? Ah bah, le message, je dirais, c'est quelles que soient ses prédispositions, quelles que soient les excuses qu'on peut se trouver, je pense qu'on a tous à gagner à partir, bouger dans la nature. Et ouais, c'est bateau dit comme ça, mais c'est tellement sincère, quoi. En tout cas, c'est clairement, moi, ce que je retiens de notre échange. Donc, merci beaucoup pour ton temps une fois de Merci plus. à toi. Bonne continuation, bonnes aventures, en montagne, et puis je te dis, bah, très certainement à une prochaine pour le débrief de nouvelles aventures. Ouais, avec plaisir. Et bah toi, je te dis bon courage pour passer ce diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne. Yes, Peut-être que dans pas longtemps, on sera collègues alors. yes, j'espère, je croise les doigts, je touche du bois. Merci beaucoup Comme ça. Olivier, Allez, à salut. bientôt.
Merci d'avoir écouté cet échange avec Olivier jusqu'au bout. J'espère bien que ça vous aura donné des envies d'évasion dans les Alpes ou dans d'autres massifs. Quoi qu'il en soit, si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à le partager à fond autour de vous. Si vous souhaitez soutenir les frappés en général, eh bien faites de même, parlez-en à un maximum de personnes pour qu'encore plus de gens osent se lancer. Vous pouvez également laisser une note ainsi qu'un commentaire sur votre plateforme d'écoute, celle que vous utilisez là tout de suite maintenant. Et enfin, encore une fois, je vous le disais en introduction, si certains parmi vous souhaitent soutenir financièrement les frappés, c'est à partir de 1 € par mois et c'est sur Tipeee, tipeee.com/les-frappés. Merci beaucoup pour votre fidélité et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.